destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont vous m'avez averti. Mais on ne parle pas à Angélique comme cela, de but en blanc. Il y faut des mystères. Et l'on vous a dit, l'étroite garde, où elle est retenue, qu'elle ne peut ni sortir, ni parler à personne, et que ce n'est que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit donner l'autorisation de nous rendre à cette comédie, qui permit que naquit votre passion. Nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. Mais aussi ne viens-je pas ici comme Cléante sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Ah, mais voilà, monsieur. Retournez vous cacher et laissez-moi lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit que fallait chaque matin que je fasse 12 allées et 12 venues. Mais il ne m'a pas dit si c'était en long ou en large. Monsieur, il y a là... monsieur... Ne parle pas si fort, tu me brises la cervelle. Oh! Je voulais vous dire... Silence. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme qui veut parler à vous. Fais-le entrer. Monsieur, je suis ravi de... Ne parlez pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment ça? Qu'il se porte mieux. Monsieur ne s'est jamais porté si mal. Ah, elle a raison. J'ai ouï dire que monsieur se portait mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais, et ce sont des impudents qui vous ont dit cela. Monsieur ne se porte jamais bien, il se porte toujours mal. Fort bien. Eh bien, monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille, qui s'est malheureusement vue dans l'obligation de partir quelques jours à la campagne, et comme son ami intime, il m'envoie, de peur qu'en interrompant ses leçons, elle ne vînt à oublier ce qu'elle sait déjà. Va la chercher. Va la chercher. Je crois, monsieur, qu'il serait mieux de conduire monsieur à sa chambre. S'il fait. Mais monsieur ne pourra lui donner sa leçon comme il faut que s'ils sont en particulier. Non. Mais monsieur, vous ne songez pas dans l'état où vous êtes, cela ne ferait que vous émouvoir et vous ébranler le cerveau. J'aime la musique. Approche, toi, va voir si ma femme a fini de s'habiller. Allez, vite. Monsieur me dit que notre maître a chanté est parti au chant. Bon, et il est là pour le remplacer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une aventure surprenante qui se rencontre ici. Hein? J'ai songé cette nuit Que? que j'étais dans le plus grand barrage du monde. Hein? Et Oui. qu'une personne fait tout comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et la surprise a été grande de voir Inopinément. ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Et ce n'est pas être malheureux, mademoiselle, que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant, et mon bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelques peines dont vous me jugeassiez digne de me tirer, et il n'y a rien que je ne fisse, mademoiselle, pour vous dire Monsieur, à quel point monsieur, je me dédie de tout ce que je disais hier, et je suis maintenant de votre partie. Voilà, monsieur Diafoirus
avec un jeune homme que je ne connais pas. Ah, c'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. Mais c'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Monsieur, ayez l'obligeance de convier notre maître à chanter à la noce. Je n'y manquerai pas, monsieur. Et bien sûr, vous-même, vous êtes invité. Ah, vous me faites beaucoup d'honneur. Merci, monsieur. Qu'on se range, les voici. Ah Monsieur Purlot, on m'a dit, monsieur, que vous ne m'en voudriez pas de garder mon bonnet. Vous êtes de la partie. Vous connaissez la... Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Je suis bien aise, monsieur, de vous recevoir chez moi. Et moi, pour Mais j'aurais voulu que ce fût avec nous sommes de la grâce. Vous savez que je suis très malade et qu'il dans m'était l'honneur, difficile. monsieur, Mais- de votre alliance. Et ma fille, oui, Témoignez oui, que vous assurez que nous avons des choses qui dépendent de notre amitié. Comment Bien. toujours. D'ailleurs, nous serons toujours, monsieur, à vous témoigner Oui. notre zèle. bon, Allez, avancez Thomas et faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui, par avance, vous rendre les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort si habile. Ah, cela s'est bien été, mon père. Optimé. approchez. Baiserai-je? Oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage s'épanouir les grâces. Puisque l'on voit sur votre visage, C'était à ma fille que vous parlez, ce n'est pas ma femme. où donc est-elle? Elle va venir. Faites déjà le compliment de mademoiselle. Ah, Mademoiselle, ne plus, ne moins que la statue du Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Aussi me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée Héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur dorénavant tournera-t-il vers les astres resplendissants de vos yeux charmants, comme vers son cou ludique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'apporte aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire et n'ambitionne plus d'autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle
serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Que pensez-vous de tout ça, monsieur? Que monsieur fait merveille, et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ce malade. Absolument. S'il fait de si belles cures, qu'il fait de beaux discours, monsieur sera admirable. Oh! Vous avez vu, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Hein, vous avez bien de la chance d'avoir un garçon comme celui-là. Ah, monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je dois dire que j'ai sujet d'être content de lui, que ce qu'il voit en parle comme un garçon qui a pas de méchanceté. Il n'a jamais une imagination bien vive, ni de ces feux d'esprit qu'on rencontre chez certains. Mais c'est en cela même que j'ai bien auguré de sa judiciaire, qualité requise dans l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle éveillé. On le voyait toujours doux et taciturne, ne disant mot, ne jouant jamais à ces jeux qu'on nomme enfantin. On a eu les plus grandes peines du monde à lui apprendre à lire. Il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Alors bon, me disais-je à moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui font les plus beaux fruits. On grave plus difficilement sur le marbre que sur le sable, mais les choses y sont conservées plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Et lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine, mais à force de battre le fer, il en vint glorieusement à avoir ses licences, et je puis vous assurer, sans vanité, que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a pas ce candidat qui fasse plus bruit que lui dans les disputes de notre école. Il s'est montré redoutable. Il n'y a pas d'acte qui passe sans qu'il aille argumenter à outrance, mais pour la proposition contraire. Il est ferme dans sa dispute, fort convaincu que sur ses principes ne renie jamais son opinion et va poursuivre les raisonnements jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais ce qui me plaît le plus en lui, et ce en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément à l'opinion de nos anciens et qu'il n'a jamais voulu entendre, comprendre, ni même écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle, comme la circulation du sang et autres opinions de la même farine. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle, comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un homme inutile. Donnez toujours. Elle sera toujours bonne à prendre pour l'image, et elle servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite un de ces jours, pour vous divertir, à la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent de la comédie à leur maîtresse. Mais une dissection. Cela est quelque chose de plus galant. Il en reste, pour ce qui est de la qualité requise pour le mariage et la propagation, je peux vous assurer que selon les raisons de nos docteurs, il a le tempérament qu'il faut pour procréer des enfants bien conditionnés. On m'a dit, monsieur, que vous pourriez le pousser à la cour. Bon, vous savez, le public est plus commode. Nous n'avons à répondre de nos actions à personne. Et pourvu qu'on suive le principe des règles de l'art, on n'a pas à se préoccuper de ce qui arrive par la suite. Tout ce qu'il y a de fâcheux, n'est-ce pas, chez les grands, c'est que lorsqu'ils en viennent à être malades, eh ben, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant. Ils veulent que vous soyez auprès d'eux pour les guérir. Oh, mais vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour vos pensions et pour
ordonner des remèdes qui se guérissent s'ils peuvent, Voilà. tout seuls. Voilà, écoutez, nous sommes obligés, en fait, qu'à traiter les gens dans les formes. Allez, faites un peu chanter ma fille. Hein, Ah, j'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, votre partie, ne vous défendez point. Monsieur, je n'ai malheureusement pas une voix à chanter, mais ici, il suffira que je me fasse entendre, et on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Et les vers en sont-ils beaux? C'est proprement un petit opéra impromptu. Vous n'allez entendre que de la prose cadencée ou des manières de vers libre, telles que la passion et la nécessité font dire les choses sur le champ. Bon, voilà, écoutons. Écoutons. Alors, voici le sujet de la scène. Un berger qui était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que commencer fut distrait dans son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne. Et il voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère et lorsqu'il donna son châtiment au brutal, il vint à la bergère et vit de très beaux yeux dans lesquels s'écoulaient des larmes. Des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Belle Phyllis, c'est trop souffrir, rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée, faut-il vivre, faut-il mourir? Vous me voyez si triste, mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, c'est vous en dire assez. Je ne savais pas que la fille savait lire la musique. Belle Phyllis, pourrait-il que l'amour tircis eût assez de bonheur pour quelque place dans votre cœur? Je n'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Redites ça, Phyllis. Oui, Tircis, je vous aime. Encore. Je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous en lassez pas. Je vous aime, je vous aime. Dieu, roi qui sous vos pieds, regardez tout le monde. Pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Ah, mes fils, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival? Un rival? Ah, je l'ai plus que la mort, ainsi qu'à vous, qui m'est un supplice. Mais un père à ses vœux vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Plutôt mourir. Hein? Que dit le père à tout ça? Il ne dit rien, monsieur. Il ne dit rien. Un sot père, ce père-là. Hein? Le berger de Tircis c'est un impudent et la bergère, une stupide. Il y a que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a depuis peu trouvé l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Serviteur, monsieur. Serviteur! J'ai cru vous divertir, monsieur. Les sottises ne divertissent pas! Oh, Mamour! Mamour! Oh, Mamour! Ah, que je vous présente le fils de monsieur Dirparus. C'est Mamour, c'est Mamour. Madame, Oh, Mamour! c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère.
puisque l'on voit sur votre visage... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici, à propos, pour avoir l'honneur de vous voir. Vous aviez entendu ce que monsieur a dit tout à l'heure. Et Puisque vous l'on avez voit bien sur votre compris. visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu pendant ma période, cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez ça pour une autre fois. Allez, donnez votre foi à monsieur. Vous avez bien manqué à n'être point au second père, à la statue de Memnon et à la fleur nommée Héliotrope. Allez. Mais mon père, Quoi, mon père? Qu'est-ce qu'il y a, mon père? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de laisser naître en nous cette inclination si nécessaire à composer l'union parfaite. Pour ce qui est de moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et je n'ai point besoin d'attendre davantage. Et si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Je vous avoue que votre mérite n'a pas fait encore assez d'impression dans mon âme. Mais le mariage arrangera tout cela. Allez. Oh, mon frère, donnez-moi le temps. Le mariage est une chaîne où on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego consequentiam, mademoiselle. Je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer d'une personne que de lui faire violence. Nous apprenons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on menait marier, afin qu'il ne parût pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Et les anciens, monsieur, sont les anciens. Nous sommes des gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle. Et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller, sans qu'on nous y traîne, monsieur. Donnez-vous patience, si vous m'aimez. Vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle, tout ce que vous voulez, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguons, mademoiselle. Pour tous ceux qui ne regardent point sa possession, qu'aussitôt, mais pour ceux qui la regardent, négo. Vous aurez bien beau raisonner, mademoiselle. Monsieur est frais moulu du collège, il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister? Et pourquoi renoncer à la gloire d'être attaché au corps de la médecine? Il a peut-être quelque inclination en tête. Mais si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, bah moi je joue un drôle de personnage. Là. Si j'ai fait que de vous, mon fils, je ne la forcerai point à se marier. Et je sais bien ce que je ferai. Je sais ce que vous voulez dire, madame, et les bontés que vous avez pour moi. Et peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir du pied déborde, madame. Et la raison et les lois ne l'étendent point toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Mais si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Je vous prie, monsieur, de m'excuser sur tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement, et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il n'y en a d'aucune qui prennent les maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. À la vérité, ces personnes-là regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, ne voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie. On ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence. Mais vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous allez me Et dire. vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela ne servira de rien, madame. Je serai sage en dépit de vous. Et je vais m'ôter de votre vue. Que
épouseras un monsieur, ou je te mets dans un couvent. Je vais la monter. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne peux me dispenser. Je reviendrai bientôt. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hein, pour le notaire. Adieu, mon petit-fils. Voilà une femme qui m'aime. Monsieur, nous allons prendre un congé. Pouvez-vous me dire, monsieur, comment je vais? Ah, bon, allez, Thomas, venez prendre votre brave monsieur et dites-nous ce que vous pensez du battement de son pouls. Vide d'ici. Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne va point bien, Ah, hier, qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur, Fort bien. repoussant, Bébé. voire même capricant, capricant, ce qui signale une intempérie du parenchyme splénique, c'est-à-dire là. Fort bien. Monsieur Purgon me dit que c'est du foie dont je suis malade. Qui dit parenchyme dit l'un et l'autre en raison de l'intime sympathie qu'ils ont l'un pour l'autre par le moyen du vase pylore et surtout des néas cholédoques. Je suppose qu'ils vous ordonnent de manger force rôti. Ah non, que du bouilli. Ah, mais du bon rôti bouilli, c'est la même chose. Là, je vous ordonne très bien, et vous ne pouvez pas être en de meilleures mains. Monsieur, combien y a-t-il combien faut-il mettre de grains de sel dans un œuf? Oui, 6, 8, 10, par nombre pair. Comme les médecines, mais elle, c'est par nombres impairs. Serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Jusqu'au revoir. 6, 8, 10. Pardon, vert. 10. Mon fils, je viens donc de sortir. Donner à vous d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme dans la chambre d'Angélique. Oui. Votre petite fille Louison était avec eux qui pourra vous en dire des nouvelles. Faites-la venir. Par nombre pair. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? On m'a dit que vous me demandez. Oui. Approche ça. Venez. Tournez-vous. Levez les yeux. Là. Quoi? Ça. Quoi donc? N'avez-vous rien à me dire? Je pourrais vous dire, pour vous désennuyer, le conte de Podane, ou la fable du corbeau et du renard, que j'ai appris. Ce n'est pas ce que je vous demande. Quoi? Petit rusé, hein. Tu sais bien ce que je veux dire. Non, mon papa. Ne devais-tu pas m'obéir? Oui, mon papa. Ne devais-tu pas me rapporter tout ce que tu as vu? Oui, mon papa, je vous ai dit tout ce que j'ai vu. Et qu'as-tu vu aujourd'hui? Rien, mon papa. Rien. Non, mon papa. Assurément. Assurément.
me diras si tu as menti. Allez, raconte. Ne dis pas à ma sœur que je voulais dire. C'est que j'étais dans la chambre de ma sœur Oui, et il est venu un homme. eh bien. Eh bien, je lui ai demandé ce qu'il faisait là et Voilà l'affaire. Eh bien, il m'a dit qu'il était son maître à chanter. eh bien, Eh bien, ma sœur est arrivée. et puis, Elle a dit sortez, sortez, vous me mettez au désespoir, sortez. et c'est tout. Il ne voulait pas sortir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et je sais pas, plein de choses. Mais encore? Que c'était la plus belle personne du monde. Je ne sais pas, plein de choses. Et puis après? Et après, il était à ses genoux. Et puis après? Et après, il lui baisait les mains. Et après? Après, ben, maman est arrivée et il s'est enfui. Et c'est tout. Oui, c'est tout, mon papa. Attention, parce que voilà un petit doigt, tu me dis, oui, oui, ce petit doigt, me dit que tu ne m'as pas tout raconté. Votre petit doigt est un menteur. Attention, mon petit doigt ne ment pas. Mais je vous assure que je vous ai tout dit. Ouais, bon, allez, file. Il n'y a plus d'enfant. Ah, et tout ça, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma maladie. Eh bien, mon frère, comment vous portez-vous? Ah, mal, mon frère. Mal, vraiment. Monsieur Purgon m'a dit que je ne devais parler à personne. Cela est fâcheux, car je viens vous parler d'un parti qui se présente pour ma nièce. Ah, non! On ne me parle pas d'elle! C'est une impudence! Elle m'est désobéie! Elle mettrait dans un couvent! Un bonheur, je vois que la force vous revient un peu et que ma visite vous fait du bien. Ouais. Alors ça, pouvons-nous parler tous deux? Ah, oui. Qu'as-tu, mon frère? Je rien. Je rien. Peut-être. Venez, notre ami occupé. Vous êtes là. Oui, Il faut absolument servir les intérêts de votre nièce. j'emploierai tout ce que je pourrai pour lui appeler ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant. Et il s'est mis dans la tête une invention burlesque de la mariée à ce Diaphorus. Oh. Moi, j'avais imaginé de faire venir un médecin ici en sa place pour le dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrier sa conduite. Mais comme nous n'en avons pas en main, j'ai résolu un tour de la tête. C'est une imagination burlesque. Et elle sera peut-être plus heureuse que sage. Voilà, notre homme. Voilà notre homme. Agissez comme vous voulez, laissez-moi faire. Eh bien, mon frère, je voudrais bien que je vous demande tout d'abord de ne vous point emporter durant notre conversation. Voilà qui est fait. Ouais. De répondre sans nulle aigreur à tout ce que je vous pourrais dire. Ouais. Et de raisonner ensemble sur les affaires dont nous avons à parler
asseyez-vous. Oh. Merci. D'où vient mon frère, ayant le bien que vous avez, et n'ayant pour enfant qu'une fille, car je ne parle pas de la plus jeune. D'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma maison et que j'y fais ce que je veux? Mais votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire ainsi de vos deux filles. Je ne doute pas qu'elle soit ravie de les voir devenir toutes deux bonnes religieuses. Ah oui, ça, oui. Ma femme, encore ma femme. Elle porte tous les péchés du monde et tout le monde lui en veut. Ah non, mon frère. Ah, oui. Laissons-la là. C'est une femme qui a pour votre famille les intentions du monde, et qui est dénuée de tout intérêt, ou que pour vous. Oh, des caresses merveilleuses, hein, des pauvres enfants. Gna, gna, Une gna. attention. Gna, gna. Gna gna. Hein, Bien. Enfin, plutôt de votre fille. hein. Sur quelle pensée, mon frère, voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Par la pensée, mon frère, que je veux avoir dans ma maison un homme qui me serve. Mais ce n'est pas là le fait de votre fille. Il se présente ici un parti plus sortable pour elle. Bien, ce parti-là est plus sortable pour moi. Donc, mon frère, le mari qu'elle doit prendre, doit-il être pour elle ou pour vous? Il doit être mon frère, et pour elle, et pour moi. Pour cette raison, si votre petite était grande, vous la donneriez en mariage à un apothicaire. Pourquoi non? Non, frère, est-il possible que vous soyez toujours embéguiné de vos apothicaires, de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Et comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois personne qui soit moins malade que vous. Je voudrais bien au moins une constitution telle que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous n'êtes pas encore crevé de toutes les médecines qu'on vous fait prendre. Si je n'avais pas pris toutes ces médecines, c'est bien elle qui me concerne. Monsieur Purgon m'a dit que je serais mort depuis longtemps. Oh, prenez garde. Monsieur Purgon prendra tant soin de vous qu'il vous fera passer dans l'autre monde. Ah. Bon, allez, soyons sérieux, mon frère. Hein, vous ne croyez pas à la médecine? Non, mon frère. Et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Vous ne croyez pas essentiel tout ce que depuis des siècles les hommes ont révéré? Moi, de le tenir pour essentiel, je le tiens pour une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre. Alors vous ne voulez pas qu'un homme puisse en guérir un autre? Non, mon frère. Pour la raison que les rouages de notre machine sont des mystères où jusqu'ici nous ne voyons goutte, et que la nature a mis devant nos yeux des voiles trop épais pour que nous y entendions quelque chose. Vous ne croyez pas à la sagesse des médecins? Les médecins savent pour la plupart de très grandes humanités, pas un très beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, mais pour ce qui est de les guérir, voilà ce qu'ils ne savent pas. La meilleure preuve que les médecins sont des gens sérieux, c'est qu'ils utilisent les médicaments d'abord sur eux-mêmes. C'est qu'il y en a certains qui sont dans l'erreur populaire dont ils profitent. Tenez, votre monsieur Purgon, par exemple, le Borel mystérieux dans la médecine. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous tuera. Et il ne fera en vous faisant passer dans l'autre monde que ce qu'il a fait pour sa femme, pour ses enfants. Et qu'au besoin, il ferait pour lui-même. C'est que vous avez une petite dent de lait contre lui. Bon, allez, parlons sérieusement. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes malade, hein? Mais rien, mon frère. Rien. Rien. La nature d'elle-même se tire doucement du désordre
où elle est tombée quand nous la laissons faire. C'est notre impatience, c'est notre inquiétude qui gâte tout. Et les hommes, pour la plupart, meurent de leur remède, non de leur maladie. Vous ne croyez pas qu'il faut aider cette nature par quelques petites choses? La nature par quelques petites choses, mon frère. L'ancien médecin nous parle d'aider la nature et de prolonger vos jours d'un grand nombre d'années. Il ne vous compte tout simplement que le roman de la médecine. Il en va de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. Ah, vous êtes un grand penseur, un grand philosophe. Ouais, j'aimerais bien là, que ces messieurs de la médecine viennent un peu ici, qu'ils vous rabattent notre caquet. Oh frère, ce que j'en dis qu'entre nous, je pensais pouvoir vous tirer un peu de l'erreur où vous êtes. Et pour vous distraire, vous venez voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. Voilà bien, un impudent, là, qui est votre Molière, là, avec ses comédies, là, où il se moque de la médecine, des médecins. Oh, ce n'est pas des médecins qui se moquent, mais du ridicule de la médecine. Ouais, bah, si j'étais de ces messieurs-là, les médecins, je lui donnerais aucun médicament, pas la moindre petite médecine, et je lui dirais crève, Molière, crève. Voilà bien fâché contre lui. Ouais, bah, il me donne bien de la vie, cet homme-là, et comme vous, mon frère, là. Ah, je vous remercie. Dans ce cas, changeons de conversation. Eh bien, j'ai à vous dire que sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, il ne faut pas prendre la décision brutale de la vouloir mettre dans un couvent. Que sur le choix d'un genre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte. Et que sur l'inclination d'une fille, il faut suivre un peu la nature. Car c'est pour toute une vie, et de là dépend le bonheur d'un mariage. Pardon, mon frère. Mais que prétendez-vous, Je frère? dois prendre ce petit lavement, là. Oh mais mon frère, est-il possible que vous ne puissiez vous passer une minute de lavement et d'en remettre? Monsieur Purgon, à demain, si vous voulez, à demain. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon Christère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Monsieur, on voit que vous n'êtes pas accoutumé de parler à des visages. Grand malheur de ne pas prendre un lavement. Enfin, mon frère, est-il possible que vous puissiez vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être enseveli toute votre vie sous leur remède? Ah, ne vous en parlez de la maîtresse, vous n'êtes jamais malade. Oh! Quel mal avez-vous? J'aimerais bien, moi, que vous soyez malade comme je le suis, hein, ça rabattrait votre caquet. Oh! On se note ici de mes ordonnances. Et on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. C'est mon frère. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Mais je ne crois pas. Il attend. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Vous devez faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mais toi là, donne-moi ce Le bizarre. renvoyer avec mépris. C'est une action exorbitante. Non. Un attentat énorme contre la médecine. Monsieur Purgon. Un crime de lèse-faculté. Monsieur Purgon. C'est puni. C'est mon Je frère. vous déclare que je romps commerce avec vous. Alors vous faites bien. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Il en est indigne. Et je vais finir toute liaison avec vous. Mon frère. Voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Non. Méprisez mon Christère. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il est indigne de vos soins. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Elle ne le mérite pas. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider du sac. Faites quelque chose. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Cela crie vengeance. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Monsieur Purgon. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, Non. à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile,
et à la féculence de vos humeurs. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, que vous tombiez dans la bradypepsie, de la bradypepsie dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans la pepsie, de la pepsie dans la lianterie, de la lianterie dans la dysenterie, de la dysenterie dans l'hydropisie, et de l'hydropisie dans la privation de la vie, où vous aura conduit votre folie. Eh bien, qu'est-ce, mon frère? Mon frère, vous serez cause de ma mort. Non, mon frère, Vous avez entendu toutes les maladies dont il m'a menacé. mon frère. Le simple... Voilà un médecin qui demande à vous voir. Mais fais-le venir. Dis-toi, je t'en prie, fais-le venir. Un médecin de la médecine. Va, fais-le venir. Mon frère. Je ne le connais pas. Oui, mais fais, mon frère. Un médecin va venir. Oui, mon frère. Un autre médecin. Monsieur Purgon ne voulait plus que vous soyez. Eh bien, peut-être avec celui-ci, vous courrez un peu moins de risques. Ouais, c'est... Vous savez, mon cœur s'arrête. Ah non, mon frère, non. Vous ne devez pas mourir sans l'ordonnance du médecin, mais M. Purgon est parti. Vous êtes drôle, mon frère. Si vous étiez à ma place, vous ne me parleriez pas comme ça. Hein? Enfin, mon frère, songez que les principes de votre vie sont en vous-même, et que le courroux de M. Purgon n'est pas plus capable de vous faire mourir que de faire remettre de vous faire vivre. Vous vous répétez, mon frère, vous vous répétez. Monsieur! Hein? Quoi? Venez à gré que je vous rende visite pour vous offrir mes petits services au cas où vous auriez besoin d'une purgation, d'une saignée ou d'un cristal. C'est tout honnête. Je vous prie de m'excuser, monsieur. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Il est vrai que la ressemblance est forte. C'est Toinette, je te dis, oh! Mon frère, on a vu souvent cette sorte de ressemblance. Les récits sont pleins de... Mais oui, mon frère. relations Mais du oui. jeu de la nature. Moquez-vous de moi, ouais. C'est Toinette, je te dis! Et comment, monsieur? Ah oui, là, c'est Toinette. Hein? Vous m'avez fait demander? Hein? Moi? Non. Bon, il faudra que les oreilles lui corrigent. Attends. Reviens. Reviens. Que je te compare à ce médecin. Ah, ça non, vraiment. J'ai affaire là-bas et j'ai assez vu. Toinette, reste là! Hein? Si je les avais entendus toutes les deux, je dirais que c'est la même personne. Vous savez, mon frère, on en a vu notre temps, tout le monde s'est trompé. La littérature est pleine d'exemples de ces ressemblances curieuses. Ouais, curieuse. Ouais. Ah, mon frère. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, et me pardonner de ce petit contretemps. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Je vois que vous me regardez Hein? fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Hein? Oh, 25, 26 ans.
J'en ai 90. 90. Ah, Vous voyez là les effets des secrets de mon art de me conserver si sain et si vigoureux. Je suis médecin passager, qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver des malades dignes d'importance et capables de m'intéresser à tous les secrets que j'ai trouvés dans la grande et belle médecine. Je ne m'intéresse pas à ces menus fatras de petites maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme, à ces migraines, à ces vapeurs. Je veux les maladies d'importance. De bonnes fièvres continues avec des inflammations au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes pleurésies, avec inflammation du poumon, de bonnes hydropisiformées. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà où je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes ces maladies. Que vous soyez abandonné de tous les médecins, seul à l'agonie, pour pouvoir vous offrir l'excellence de mes remèdes et vous proposer des services. Donnez-moi votre pouls. Ce pouls-là ne bat point comme il faut. Je vous ferai bien aller. Ce pouls-là fait bien insolent. On voit que vous ne me connaissez pas. Qui est votre médecin? c'est pur bon. Ce médecin-là ne figure point parmi mes tablettes des médecins illustres. Que dit-il que vous avez? Il dit que je suis malade du foie. Il y a d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon. Oui. Que sentez-vous? Bon. Alors, le matin, quand je me lève, j'ai comme un voile devant les yeux. Eh bien, justement, le poumon. Et j'ai des maux de tête, mais là, derrière. Le poumon! Et quand je me lève aussi, j'ai comme des fléchissements dans les jambes. Le poumon! Et le cœur aussi qui s'arrête de temps en temps. Le poumon, vous dis-je. Et il faut que j'aille. Bon, le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui. Le poumon. Est-ce qu'il vous prend un petit somme après le dîner? Oui. Le poumon. Et que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du bouillon. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Et des œufs. Ignorant. Et le soir, avant de me coucher, des petits pruneaux. Ignorant. Et de boire mon vin coupé. Ignorant, tous ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop fluide, il vous faut de bons gros bœufs, de gros porcs, du fromage de Hollande, du gruau, et du riz, des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Et je vous en ferai venir un de ma main. Mais je passerai vous voir de temps en temps. Vous rendre une petite visite lorsque je serai dans cette ville. Que diantre faites-vous de ce bras-là?
Voilà un bras que je me ferais couper si j'étais en votre place. J'en ai besoin. Ne voyez-vous pas qu'il tire toute la nourriture à soi et empêche l'autre côté de profiter? Et vous avez là un œil droit que je me ferais crever si j'étais que de vous. Crever un œil. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et empêche l'autre côté de se nourrir correctement? Je me le ferais crever au plus vite si j'étais en votre place. L'œil gauche n'en verra que mieux. Monsieur, je suis fâchée de devoir vous quitter si tôt. Mais j'ai une grande consultation à laquelle je dois me rendre pour un malade qui mourut hier. Un malade qui mourut hier. Oui, afin de discuter de ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Les malades ne reconduisent pas. Toilette. Je te dis que c'est toilette. Oh! Ne vous fiez pas à la ressemblance. C'est un grand médecin. Il va un peu bien vite, ça. Vous coupez un bras. Ouais, tu peux me rendre borgne et manchot. Ouais. Ah, toilette. Vraiment, monsieur, je n'ai point envie de rire. Laissez-la, je suis votre servante. Qu'est-ce qu'il y a? Votre médecin qui voulait me tâter de tout. Ouais, à 90 ans, hein, grosse maligne, là. Eh bien, mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, voulez-vous bien enfin que je vous parle du parti qui s'offre pour votre fille? Non! Je la mettrai dans un couvent! C'est une impudente! Elle me désobéit! Oh! Ouais, mon frère, vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Ah oui, ma femme, encore cette femme, hein, vous êtes alerté à elle. Oh! Eh bien oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est d'elle dont je veux parler, et pas plus que l'entêtement que vous avez pour la médecine, je puis souffrir l'entêtement que vous avez pour cette femme, et de voir que chaque jour vous tombez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Mais monsieur, madame est une femme dont il n'y a rien à dire. C'est une femme sans artifice. Et elle aime monsieur. Mais elle l'aime. Elle l'aime. On ne peut pas dire cela. Dis-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Hein? Cela est vrai. Hein, comme elle prend soin tous les jours de moi. Tout à fait. Hein, tous les médicaments qu'elle me donne. Ah, on ne peut pas dire le contraire. Et toujours avec amour. Hein, En effet. hein, Voulez-vous que je vous montre de quelle manière madame aime monsieur? Mais cette toilette, je t'en défie. Monsieur, hein. souffrez que je lui montre son bec jaune et que je lui fasse voir son erreur. Bah, je le veux bien, ouais. Madame va revenir bientôt. Allongez-vous sur cette chaise. Contrefaites le mort. Là, étendez-vous dans cette chaise. Ici, contrefaites le mort. Et vous verrez la douleur dans laquelle elle sera quand je lui annoncerai la nouvelle. N'y a-t-il pas quelques dangers contre faire le mort? Mais non, non, quel danger voulez-vous qu'il y ait? Il n'y en a aucun. Attendez-vous là, simplement. Mais ne restez pas trop longtemps ainsi, de peur qu'elle n'en meure de désespoir. Je vais me cacher. Allez vous cacher là-bas, laissez-moi faire. Quel terrible accident! Madame! Qu'y a-t-il? Madame, c'est monsieur!
mordu. Le ciel en soit loué! Me voilà débarrassée d'un grand fardeau. Oh, mais que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Mais quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme, incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, égrandant jour et nuit servant des valets. Voilà une belle raison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Tu peux croire qu'en servant ta récompense est sûre, puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je me veux saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons d'abord toutes ces clés. Amour, comme ça que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Ma foi, je n'aurais jamais dit cela. Voici votre fille. Restez comme vous êtes. Nous verrons de quelle manière elle recevra votre mort. Puisque vous êtes en train, ce sera une bonne manière de savoir quels sont les sentiments de votre famille pour vous. Qu'as-tu, Toinette? De quoi plais-tu? C'est monsieur votre père. Terrible accident. Funeste journée, il est mort. Le voyez là, étendu. Ici, il est mort d'une faiblesse qui lui a prise. Il est mort. Au ciel, quelle infortune! Faut-il que je perde mon père dans le moment où il était irrité contre moi? Que deviendrai-je, malheureuse? Quel
malheur pleurez-vous, belle Angélique? Je viens de perdre tout ce que j'avais de plus cher et de plus précieux. Je viens de perdre mon père. Oh mon Dieu! Hélas. Et moi qui venais me présenter à lui pour lui demander votre main. Laissons de côté toutes les idées de mariage. Après la mort de mon père, je ne veux plus faire partie de ce monde. Souffrez, mon père, que je vous embrasse pour vous témoigner tout mon sentiment. Je suis pas mort. Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes voeux. Mon père, je vous conjure de me donner Cléante pour mari. C'est toute la grâce que je vous demande. Eh, monsieur, ne vous montrez point contraire à de tels empressements. Et mon frère, pouvez-vous aller là contre? Monsieur, resterez-vous insensible à tant d'amour? Ah! Ah, je passe médecin, je lui donne la fille. D'accord, monsieur, je me ferai médecin, apothicaire, même s'il le faut. Mon frère, il ne me